Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une affaire vraiment très sombre, celle d'Albert Fish, qu'on surnommait l'homme gris. Oui, une histoire particulièrement glaçante. Tout à fait. On s'appuie sur des extraits d'un livre qui détaille ses crimes, son arrestation. L'idée, c'est de décortiquer ensemble les moments clés, les faits saillants qui ont mené à sa capture. Exactement, une sorte d'analyse approfondie des éléments qu'on a trouvés dans ces documents. On commence peut-être par sa manière de faire, son modus operandi. L'affaire Grace Budd est tristement exemplaire pour ça. Absolument. Ça commence de façon assez banale en apparence, une petite annonce. C'est ça. En 1928, Edward Budd, l'aîné, il cherche un petit job d'été et c'est là qu'un vieil homme, qui se fait appeler Frank Howard, répond. Il se rend chez eux, chez les Budd, une famille plutôt modeste, hein, et il fait miroiter un super travail à la ferme pour Edward et même un de ses amis. Plutôt alléchant, mais la deuxième fois qu'il vient, l'atmosphère change, non? Oui, tout à fait. Son intérêt, il se déplace soudain vers la petite sœur, Grace. Elle avait 10 ans. Et là, il n'arrive pas les mains vides, il a porté des cadeaux, c'est ça? C'est ça, du fromage, des fraises, des petites attentions pour mettre les parents en confiance, quoi, pour les amadouer un peu. Et ensuite, le prétexte, l'histoire de la fête d'anniversaire pour sa nièce. Voilà, il invente ça et il demande si Grace pourrait l'accompagner. Les parents, ils hésitent un peu, on peut imaginer. Bien sûr, mais ils finissent par accepter, et ce sera la dernière fois qu'ils la verront. Terrible. Et après ça, c'est le silence complet pendant 6 longues années, jusqu'à cette lettre. Ah oui, la fameuse lettre anonyme qui arrive en 1934. Exactement, en novembre. Une lettre qui arrive chez les Budd. Et le contenu est absolument atroce. L'auteur avoue tout, le meurtre, le cannibalisme. Avec des détails d'une précision horrible. Et ce qui est dingue, c'est qu'il mentionne des détails que seul le tueur pouvait connaître. Oui, comme le fromage et les fraises offerts aux parents, ça c'est connu. Mais il donne aussi, presque comme une erreur, une ancienne adresse. 409 E Sand Street, tout près de là où ils avaient cherché au début. Une adresse et surtout l'enveloppe, c'est ça qui va être déterminant. Tout à fait. Cette enveloppe, elle porte un petit symbole, presque effacé. C'est ça qui va mettre l'enquêteur sur la piste. L'enquêteur William King. Comment il exploite ça, ce petit logo NYPD? Alors, King repère ce logo NYPCBA. Il comprend que c'est l'association des chauffeurs privés de New York. C'est une piste inespérée et il remonte le fil. Il remonte le fil, oui. Il trouve un ancien membre de cette association, un certain Lee Sikowski, qui se souvient avoir laissé du papier à en-tête de l'assaut dans une chambre d'hôte où il avait logé. Une chambre d'hôte au 200 East 52nd Street. Et King s'y rend. Exactement. Et là, bingo, la propriétaire Frida Schneider, elle se souvient très bien de l'homme étrange qui a occupé la chambre juste après ce chauffeur, un certain Albert Fish. Incroyable! Le nom est lâché. Et cerise sur le gâteau, elle dit à King que ce Fish doit justement repasser bientôt pour récupérer un chèque envoyé par son fils. Alors là, King n'a plus qu'à tendre une souricière, en quelque sorte, c'est ça. Il met en place une surveillance discrète, et le 13 décembre 1934, Fish se présente, et hop, il est arrêté. L'arrestation met fin à des années d'horreur cachée. Et les aveux, ils viennent vite, hein. Oui, assez rapidement, face à King. Il reconnaît être Frank Howard. Il raconte le meurtre de Grace dans cette maison abandonnée, Wisteria Cottage, l'étranglement, le démembrement. Les détails les plus terribles, il les réserve pour le psychiatre, c'est ça? Oui, pour le docteur Wertheim. C'est à lui qu'il avouera le cannibalisme. Et le procès, ensuite, va beaucoup tourner autour de sa santé mentale. La question de la folie, donc. Exactement. La défense plaide l'aliénation mentale. Et il y a de quoi, hein. On découvre des lettres obscènes qu'il envoyait depuis des années. Et puis, cette découverte au rayon X, absolument effroyable. Les aiguilles. Oui, 29 aiguilles qui s'étaient lui-même enfoncées dans le bassin. Un masochisme extrême, difficilement imaginable. Donc au procès, on a une vraie bataille d'experts psychiatres, les aliénistes, comme on disait à l'époque, pour savoir s'il était responsable ou non. Un débat fondamental sur la responsabilité pénale face à une telle pathologie. Et le verdict final? Malgré tout, malgré les preuves évidentes de sa folie, si on peut dire, le jury le déclare coupable de meurtre au premier degré. Donc responsable. Et on apprendra plus tard que Grace n'était pas sa seule victime, malheureusement. Non, en effet. Après sa condamnation, il va avouer d'autres meurtres d'enfants. Francis McDonnell en 1924, Billy Gaffney en 1927. Des affaires qui étaient restées sans solution. Ça confirme son profil de tueur en série. La fin est connue.
Il est condamné à mort. Oui, il est exécuté sur la chaise électrique à la prison de Sing Sing le 16 janvier 1936. Une affaire qui laisse sans voix. Ce qui est vraiment frappant, et les extraits le montrent bien, c'est ce contraste saisissant entre l'apparence de Fish, ce vieil homme, presque chétif, banal, et la monstruosité de ses actes. Une cruauté, une dépravation sans nom, et en même temps une certaine planification. Comment on peut concilier les deux? C'est ça la question. C'est la grande question, oui. Comment cette façade ordinaire pouvait cacher une telle noirceur? Et ça interroge aussi sur les limites de la justice et de la psychiatrie de l'époque pour comprendre et juger des cas aussi complexes. Qu'est-ce que ça nous dit sur les abîmes de la pathologie humaine, cachés parfois juste sous la surface? Une pensée qui fait froid dans le dos.